L'après-ski, une émission du Nouvelliste avec le soutien de Ski Actu. Retrouvez l'actualité du ski chaque semaine sur Rhône TV, avec le soutien de Bliblablo et Net+. Ski Valley. Raiffeisen, sponsor de Swisski depuis 2005. Salut tout le monde, bienvenue dans l'après-ski, l'avant-dernière émission de l'année 2025. Une émission où on parle évidemment de ski alpin, mais pas que. Ce soir, on va aussi parler freeride avec nos deux invités. Liam Rivera, athlète sur le Freeride World Tour. Salut Liam. Salut. Et à ses côtés, son coach, qui a lui aussi été athlète. Il a remporté le Freeride World Tour en 2014. C'est Emilien Badou. Salut Emilien. Salut. Allez, on va pas trop traîner. On passe tout de suite au débrief des courses du week-end. Et au programme du week-end passé, de la technique et de la vitesse pour les hommes en Italie et de la vitesse pour les femmes à Val d'Isère en France. On a retenu plusieurs éléments, notamment le troisième podium de Loïc Meillard en slalom. Il a terminé troisième à Alta Badia, mais ce week-end prolongé a été surtout marqué par la 50e, oui je répète, la 50e victoire de Marco Odermatt en Coupe du Monde. Liam, tu suis un peu le ski alpin aussi, j'imagine. 50 victoires en Coupe du Monde. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Ouais, franchement, c'est ouf d'entendre et de voir quelqu'un qui gagne autant. Je connais pas trop ça, mais mais oui, c'est ouf. Après, sincèrement, je suis pas autant le ski alpin, tu vois, genre le snowboarder, un peu de côté. Mais en même temps, c'est incroyable de voir Marco avec autant de succès en alpin. C'est incroyable, même dans n'importe quel sport, d'avoir ce Justement, succès. dans votre sport, Emilien, il y a eu le Marco Odermatt du freeride, ou bien ça existe ? Nous, le record qu'on a pour l'instant, c'est 4 fois champion du monde ou 5 victoires à l'Extrême de Verbier. C'est un peu les records. Ce qui est hallucinant. Ouais, c'est déjà beaucoup. Mais sur une saison, c'est souvent que 5 compétitions. Donc, et je sais pas si ça a jamais été fait 5 victoires. Il y a toujours eu une petite... Quelqu'un d'autre qui est venu un peu gagner un peu entre dérangé, deux. Mais donc, entendre ça, ça fait penser aux grands athlètes suisses comme Federer ou ça, quoi. Et il y a une autre athlète, justement, du côté féminin, en vitesse à Val d'Isère, c'est l'américaine Lindsey Vonn, 41 ans, qui est de retour. Elle est revenue l'hiver passé et ce week-end, elle a terminé 3e en Super G, 3e en descente aussi. Ça aussi, c'est hallucinant. Elle a arrêté plusieurs années, elle revient à 41 ans. Emilien, tu te verrais revenir sur le Freeride World Tour ? Ça fait rêver, cette performance et tout. Vraiment beaucoup de respect. J'imagine qu'elle a beaucoup dû travailler pour pouvoir revenir à ce niveau-là, quoi. Et à Val d'Isère, ça a été un peu plus compliqué pour les Suissesses. Aucune Suissesse dans le top 15 en descente. Aucune Suissesse non plus dans le top 15 en Super G. Cela faisait de nombreuses années que ça n'était pas arrivé. Mallory Blanc, par contre, la jeune Mallory Blanc, la Valaisanne, 21 ans, qui finit 26e en descente. 20e en Super G, elle continue à engranger de l'expérience. Liam, la jeunesse, on doit engranger de l'expérience. C'est la 3e année que tu es sur le Freeride World Tour. C'est important, on doit faire ses armes. Ouais, l'expérience, c'est sûr que ça aide. Je pense que j'ai pas mal appris à travers mes dernières années. C'est toujours marrant un peu de revoir les dernières années, de voir avec quel esprit je suis allé sur les compètes et l'esprit que j'ai maintenant. Chaque année, j'ai la même impression que je suis quand même plus mature, plus focus sur mes objectifs. Je me connais mieux aussi, personnellement, et les objectifs, ça évolue aussi, mais je veux dire, c'est toujours tous un peu plus clair, tu sais un peu plus comment les atteindre, les objectifs, et de comment tu veux rider et ce que tu veux montrer. On parle de Val d'Isère, justement, la station Savoyard qui pourrait accueillir des épreuves de technique en ski alpin aux Jeux Olympiques en 2030. C'est pas encore tout à fait très clair, c'est d'ailleurs le sujet de notre magazine, regardez.
Dans 4 ans, la France va accueillir les Jeux Olympiques en 2030, donc sur plusieurs régions, dont notamment la Savoie qui va accueillir les épreuves alpines. Mais il y a une problématique, celle des sites. Si on est sûr que Courchevel aura des épreuves, Val d'Isère devrait également en avoir, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il en est, parce qu'il y a quand même des problèmes de coûts. Rien n'a été officialisé jusqu'ici. Et à la base, il y avait Méribel qui était prévu dans le projet et qui s'est retiré. On va vous expliquer tout ça. Budgétairement, ce dossier n'avait pas la possibilité d'avoir 3 sites pour le ski alpin. Donc il fallait retirer un site de ski alpin et regrouper les Paralympiques sur une station. Le choix que j'ai fait, c'était d'avoir du ski alpin sur 2 stations, Courchevel, Val d'Isère, et de regrouper l'ensemble des Paralympiques sur Méribel. Mais malheureusement, la station de Méribel, qu'aurait pu avoir tous les Paralympiques neige, c'était 80% des Paralympiques, donc une exposition aussi médiatique majeure. C'est pendant 10 jours les Paralympiques. A préféré stopper les discussions parce que ce n'était pas le plan sur lequel il s'était engagé. Les JO, c'est au-delà de ça, c'est au-delà du sport. On s'aperçoit qu'en ce moment, c'est beaucoup question de financement, de politique. Après, on rajoute des personnages comme Jean-Claude Killy, l'icône locale, qui est très proche du CIO, qui a organisé plein de JO. Il y a une forme d'évidence que les JO en 2030 soient ici. Mais les évidences... elles sont pas toujours évidentes. Pour nous, les JO, c'est encore un peu incertain. On n'a pas d'informations officielles. Donc Val d'Isère fait tout pour pouvoir se positionner. En tout cas, on est très motivés. J'aime à répéter que le ski de compétition est ancré dans notre ADN. Évidemment que Val d'Isère, c'est pas juste une station de ski. C'est 70 ans de critérium. C'est les grandes pages du ski français et des grands champions français se sont écrites ici. Et puis, il y a une vision pour ces Jeux. On a envie de faire en sorte que ces Jeux, dans les Alpes françaises, offrent au sport les endroits les plus prestigieux, offrent aux athlètes les endroits les plus exigeants. Et du coup, on se dit que naturellement, avec tous ces éléments-là, on ne peut pas imaginer organiser des Jeux Olympiques en France sans avoir Val d'Isère dans la boucle. Pour l'instant, le plan, alors pas officiel, c'est les épreuves de vitesse Super G descente combinées par équipe à Courchevel et les épreuves techniques slalom et géant ici sur la face, messieurs et dames. Ça pose des soucis de gestion d'athlètes qui vont bouger, de mobilité. Pareil, c'est pas acté. Et ça discute encore beaucoup à ce niveau-là. Sans que les protagonistes le disent ouvertement, c'est surtout un problème de coût. Il n'y aura pas de village olympique à proprement parler ici à Val d'Isère. Et la question se pose, qui c'est qui va payer pour loger les athlètes ici dans les hôtels, le CIO, les organisateurs? C'est surtout ça le problème. On parle d'argent et du coup, on doit attendre jusqu'au mois de juin pour savoir quels seront les sites qui accueilleront les Jeux Olympiques en 2030. Et oui, on le comprend bien, c'est pas encore tout à fait très clair en ce qui concerne le programme pour les épreuves alpines en 2030 en France. Ce qui n'est pas sûr non plus, c'est au niveau du freeride. Est-ce que le freeride sera aux Jeux Olympiques? Messieurs, vous êtes confiants? Vous pensez que le freeride sera présent en 2030 au JO? Emilien? Faut croiser les doigts pour que tout se passe bien et puis que ça ait une bonne intégration avec la FIS et tout ça. Mais moi, c'est un sport que je pense qu'il a sa place. Et ça lui ferait du bien, ça lui permettrait d'avoir encore plus de visibilité, peut-être encore plus après de moyens pour les athlètes, pour s'entraîner et en vivre un peu mieux. Liam, ça fait rêver, les Jeux Olympiques, ça fait rêver un freerider? C'est une bonne question. En vrai, c'est marrant parce que quand j'étais jeune, c'était même pas une question. C'était plus le Freeride World Tour, c'était un peu le seul moyen d'en faire la compète en tout cas. Et maintenant, c'est sûr que ce serait incroyable de montrer mon snowboard et le snowboard de freeride partout dans le monde et pour que plus de gens, comme Emilien le dit,
contre ce sport. D'ailleurs, Valto est venu dans le circuit du Freeride World Tour, c'est ça? C'est un peu dans l'optique des Jeux Olympiques, Emilien, c'est juste? Ouais, un retour de la France, ça avait été longtemps à Chamonix, et puis je trouve que c'est bien. C'est quand même un pays où il y a aussi beaucoup d'athlètes qui sont français, qui sont à un très haut niveau. Donc ça a vraiment sa place. Et pour nous qui sommes les voisins, si les Jeux Olympiques sont juste à côté, c'est encore plus motivant, quoi. Ce serait une nouvelle étape pour le freeride, le freeride qui a déjà intégré la Fédération internationale de ski. Il y aura d'ailleurs les premiers championnats du monde. Tu imaginais, toi, que ce sport allait prendre cette direction quand tu étais compétiteur? Honnêtement, pas vraiment. Mais j'ai quand même vécu ça dans le freestyle à l'époque quand je faisais les championnats suisses d'halfpipe, et puis il y avait déjà une équipe suisse, et il y avait déjà eu le premier champion olympique. Donc pour moi, c'est quand même une évolution normale. Mais c'est sûr qu'on s'est lancé dans le sport un peu en étant dans une nouvelle niche. Il n'y avait pas tellement les moyens et tout non plus. Mais je pense que c'est l'évolution normale d'un sport qui fonctionne. C'est un sport qui finit aux Jeux Olympiques. Pour moi, ça veut dire que c'est un sport qui a sa place. D'accord. Ouais. Concrètement, toi, Liam, tu as senti des différences déjà depuis que le freeride fait partie de cette fédération internationale? Il y a eu des changements ou pas forcément? En vrai, j'ai pas remarqué tant de changements. En même temps, je pense que la première année que je me suis qualifié, c'était justement le moment que la FIS avait acheté le Freeride World Tour, si je ne me trompe pas. Après, c'est possible que je me trompe là, mais je suis plus sûr. 2 ou 3 ans. Il y a 3 ans, ouais. Ça, ouais. Ah bah oui, du coup, oui. Voilà. Et du coup, je pense pas qu'ils ont changé un truc pour cet hiver-là, mais depuis ce moment-là, maintenant, le plus grand changement, c'était les championnats du monde pour moi. C'est comme ajouter une nouvelle étape qui est quand même un peu différent, vu qu'il y a quand même d'autres riders qu'on n'a pas sur le circuit avec nous normalement. Ça va être intéressant, je pense. Mais à part ça, il y a les règles antidopage qui sont venues pour cet hiver. Et sinon, personnellement, je trouve pas qu'il y a grande chose qui a changé. Genre, de ce que j'ai compris, c'était quand même le Freeride World Tour qui garde l'organisation des events et la même structure. Ça a été un peu une crainte au début que le sport perde un peu son état d'esprit, Emilien, tu as senti quelques athlètes qui étaient pas forcément enchantés que le freeride intègre la fédération? Ça a bien été dit que ça allait garder les mêmes règles, ça allait pas changer le sport. Parce que ça, c'est clair que si tout d'un coup il y avait des nouvelles règles, je sais pas moi, un chrono ou j'en sais rien, truc un peu bien sûr, que pour nous paraîtrait pas. Pour que le grand public que ça soit plus facile à comprendre peut-être pour le grand public. Mais là, ça reste la même chose. Donc moi, je pense que c'est, comme il vient de dire aussi Liam, c'est vraiment une nouvelle opportunité d'avoir t'as 2 chances d'obtenir le titre, parce que vraiment ce qui compte dans une carrière, enfin moi je l'ai vu pour ma propre carrière, être champion du monde, c'est un truc, c'est waouh. Et là, il a 2 occasions dans une saison. C'est quand même génial. Moi, je trouve ça un plus. C'est vrai d'avoir eu cette chance. C'est ça, c'est qu'il y a 2 titres maintenant. Il y a le titre champion du monde FIS et le titre de champion du monde qui sacre sur la saison. C'est quoi le titre le plus important du coup? Si tu pouvais en choisir un, on te donne ce soir. Soit le titre. Pour moi, c'est facile de choisir, mais moi, c'est le titre de Overall Freeride World Tour. Overall, donc comme ça a été fait jusqu'à maintenant. C'est celui qui a le plus de mérite quand même. Avant, on disait, quand il n'y avait pas la championnat du monde FIS, on disait l'Xtrême de Verbier a aussi cette valeur. Oui. Mais à peser, quand même, tu préfères être overall. Mais là, je pense donc ça, c'est clair dans ton esprit, c'est cette régularité sur le Freeride World Tour. Je trouve que la régularité, ça monte plus en rider que sur une étape. Et c'est juste ça. On a l'occasion d'en parler encore. On va faire d'ailleurs encore plus connaissance avec vous. Ce sera tout de suite après une page de pub. Ce qui nous différencie, c'est l'engagement en faveur du ski suisse. Pour nous, les pros, mais aussi pour les tout petits.
On est de retour ici sur le plateau de l'après-ski avec Liam Rivera, freerider sur le Freeride World Tour et son coach qui était lui également athlète, Emilien Badou. Liam, tu cours sous les couleurs de la Suisse, mais ça aurait pu être pour un autre pays, c'est ça? Raconte-nous un peu cette histoire. Ouais, ça aurait aussi pu être pour le Mexique, ce que j'ai fait quand j'ai commencé. Mon père, il est mexicain, ma maman, elle est suisse. Ouais. Je suis né au Mexique aussi, d'ailleurs. D'accord. Mais après, j'ai quand même grandi en Suisse. J'ai préféré changer en Suisse parce que je trouve que, justement, avec l'évolution du sport, que ça va devenir olympique potentiellement et tous les changements que le soutien en Suisse, il allait être mieux qu'au Mexique où il n'y a même pas vraiment de sport d'hiver. D'accord. Ouais. Et voilà, la décision s'est fait un peu comme ça. En même temps, je me sens plus suisse que mexicain en étant grandi en Suisse. Parce que justement, le ski, le snowboard, t'as commencé ici. Enfin, t'as commencé dans quelle station, voilà. Moi, j'ai grandi dans un petit village. On était à une demi-heure la plus proche montagne, que c'était justement Schwarzsee. Ouais. Mais après, moi et mon frère, on adorait les sports d'hiver. Et mes parents, ils ont remarqué ça. Et du coup, ils nous amenaient à rider dans d'autres stations dès qu'on était jeunes et qu'on avait progressé à un certain niveau. On venait souvent à Verbier, Porte du Soleil, Val d'Anivier. D'accord. On avait fait une saison, quand j'avais 14 ans, 15 ans, je pense, on avait fait une saison vers Vezona aussi. C'est 4 allées, mais de l'autre côté. Ouais. Et plus tard, Grimenzinal aussi. Et après, quand j'ai progressé plus dans le freeride et j'avais rencontré pas mal de monde qui étaient dans la même étape que moi, Sibyl, même Emilien qui a commencé à me coacher. Sibyl Blangeant. Ouais. Aussi d'autres potes de Verbier, Xavier Thibault ou d'autres. Du coup, j'ai commencé à aller de plus en plus à Verbier pour que déjà qu'on puisse s'entraîner tous ensemble. Après aussi, c'était mes potes. Et du coup, chacun se pousse l'autre et petit à petit, Et il y a une des académies aussi d'ailleurs, du freeride qui est à Verbier. C'était le cas aussi à l'époque déjà, Emilien? Toi, tu as eu cette... Au début, ouais, il y avait... nous, on avait commencé aussi avec Géraldine à faire un coaching. On coach Liam depuis qu'il a 16 ans et tout, donc ça fait déjà plusieurs années. On avait pris un peu les meilleurs et comme il dit, à Verbier, c'est un peu un centre où tout le monde se retrouve et c'est quand même des fois des étrangers, ils se disent on va faire une saison à Verbier parce que ça a quand même cette réputation d'être la station freeride. Et là maintenant c'est vrai qu'il y a un engouement à des jeunes, là c'est vraiment cool, ils veulent faire tout de suite du freeride avant. Verbier qui doit refuser du monde, c'est ça, dans l'académie, tellement il y a de demandes. Non mais ça veut dire qu'il y a vraiment du succès et que ça devient freestyle maintenant, il y a aussi académie freestyle, donc c'est vraiment tout ça en train de se développer. Et c'est bien de mettre des structures un peu sur des sports qui sont quand même à risque, où il faut quand même avoir un encadrement. Bien sûr. Et le coaching justement prend aussi plus son intérêt maintenant qu'il y a toute cette relève qui arrive et qui sont habitués à avoir un coach, alors ce qu'il n'y en avait pas il y a une dizaine d'années. Justement, toi, tu avais un coach aussi comme le travail que tu fais avec Liam, est-ce que tu avais droit à ça à ton époque? Non. Ou bien tu faisais un peu... jamais eu, tout jeune, 16 ans, j'ai refusé justement d'être dans l'équipe suisse parce que pour moi, c'était pas un sport où on devait s'entraîner. J'avais un peu la chance d'avoir du talent et de pas trop avoir besoin de m'entraîner pour y arriver, chose que je regrettais un petit peu par après parce que forcément, le talent sans entraînement, ça a une limite. Tu n'arrives pas à être le meilleur. Et le bal de coaching, je l'ai découvert avec Estelle, qui était coachée par Géraldine. Et, Estelle Ballet, c'était assez simple. La manière dont j'étais coaché, c'est juste, je disais ma ligne et puis elle me disait qu'elle était top, qu'il fallait la garder et moi je dormais dessus mais nickel et je me posais pas la question et si et ceci parce que si personne te confirme, tu vas un peu plus demander aux autres riders et ça te met des doutes. Et... Tu te perds un peu aussi dans... Voilà, et là ça aide à avoir une clarté, un peu être clair et plus t'es clair dans ta tête, plus t'as de chances d'avoir un run parfait. D'accord. Toi Liam, tu sens cette importance d'avoir un coach ou des coachs, ça t'aide voilà. Oui, c'est clair, pour moi, je pense je suis quand même une personne qui des fois se met en question ou a des doutes, justement, d'un côté ça vient parce que je veux vraiment bien faire et de l'autre aussi, t'as un seul run et tout l'environnement qui est autour et tu veux faire le mieux que tu peux et être un peu le meilleur. Du coup, c'est bien d'avoir un coach qui t'aide à faire de
que tu puisses croire en toi, dans ta ligne que tu choisis, ou qu'on choisit ensemble des fois, pour trouver un juste milieu entre se pousser suffisamment pour avoir des points et en même temps de pas pousser trop pour pas tomber, qui te connaît bien, qui connaît un peu tes limites aussi. Et moi, je trouve que c'est des trucs qui t'aident à fond à performer mieux, dormir mieux, être plus clair, pas s'en mettre en doute, en question et avoir son plan. Peut-être aussi à poser des objectifs parce que vous avez un gros hiver qui arrive là avec les 6 étapes du Freeride World Tour, les championnats du monde. Comment est-ce que vous posez les objectifs, Emilien? Est-ce que, en termes d'ambition, est-ce qu'il y a des dates qui sont soulignées en gras dans l'agenda de Liam? Disons que là, les championnats du monde, vu que c'est qu'une étape, là c'est facile. Il n'y a personne qui va pour faire 5e ou assurer. Il n'y a pas personne qui va assurer. Mais après, je pense que Liam, ce qui est top avec lui, c'est qu'il évolue tout en étant vraiment régulier. Donc forcément, l'objectif, c'est de continuer comme ça et d'atteindre le Graal, quoi. On le rappelle, un 3e l'année passée au classement général et tu avais remporté l'étape de Fiberbrunn. On va d'ailleurs revoir ton run. He is on point. He's super strong. He is ready to go. With a wave to the folks at home in Verbier, he is on the face now, and let's see what Liam Rivera can do with the scraps left over from the rest of these riders. Totally. It can be so stressful to start the category and also stressful to finish the category, but I think it's a good way to put that exclamation point on the snowboard men. He's running off of a 2nd place finish in the last Georgia comp, so his vibes are high, his confidence is back as he makes his way through this top section. Yeah, really technical in here. You got to be very precise with your board placement. As Liam comes down, you can see the track. Oh, and he's going the other direction with a huge air. It's so tight in that landing, and Liam landing perfectly. He's got still a bunch of exposure below him, sliding in and out of that section with no hesitation. Many riders looked at that and opted out of it. But Liam Rivera, now he's got this big blade cliff underneath him. Is he heading the other direction, airing off that? Incredible. The last 2 riders going completely different ways than anyone else on the face, and probably one of the biggest airs we've seen out of the snowboard men's field so far today. Definitely, and as you said it, I looked at that with a bunch of the girls, and we all declared that it's so risky to make that top air. You really have to land it, otherwise your exposure levels are just too high, and he nailed it perfectly, coming with a 360, showing that he can do it all, and one big feature below him still. Yeah, Liam Rivera right off the nose, keeping a fall line approach and high speed run out, bouncing, jangling, but this is where, and Liam, wow, a couple of moments there in the Heartbreak Hotel zone at the bottom of this Viltzi-Loader face, but now pressing through the rollers, and he just has to stay upright on this long traverse. Hearts in throats right now for fans of Liam Rivera. That was an incredible way. We got fireworks going off down here. What a way to finish the snowboard men's category. Liam Rivera with another completely different take on this face and executing it absolutely flawlessly. As he looks over his shoulder at what he just rode into the crowd, has a few family members here, full support. On l'a dit, un 3e l'année passée. L'idée, c'est de grappiller quelques places pour remporter ce classement général. Oui, en théorie, oui. Tout le monde veut ça, en fait, hein, c'est ça. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui veut. Ouais, non, mais oui, en vrai, genre, l'objectif de la saison, ce serait clairement ça. En même temps, je pense pour moi, c'est le mieux de voir étape par étape. J'ai une petite idée de comment je veux, gérer l'hiver, mais tu vois, chaque fois, tu commences avec une idée et Emilien, t'as pas posé une stratégie précise pour le mener au titre. On risque de faire un peu la même chose qu'on a dû faire pour quand il voulait se qualifier. Quand il voulait se qualifier, il voulait des fois trop en faire. Et c'était aussi mon erreur que j'ai eu fait dans ma carrière, de trop vouloir en faire. Et des fois, il faut un peu canaliser pour lui dire finalement ça suffit. Et puis de commencer, tu vois, avec des bonnes bases, et parce qu'on a tendance des fois un peu à trop s'enflammer, à trop vouloir en faire. Et c'est presque ça qui est le plus difficile, d'arriver à canaliser sans forcément assurer. Ouais.
Et je pense que ça va marcher parce que on a vraiment l'expérience quoi, de plus en plus. Il se connaît mieux et on connaît mieux aussi les montagnes et tout ça. Et toi aussi, tu sais ce que c'est d'être champion du monde en 2014. Tu avais terminé 4e là, à l'Extrême, ça te rappelle des souvenirs. On voit une image là d'ailleurs. Qu'est-ce que tu penses à quoi là en voyant cette image? Ouais, c'est vraiment un accomplissement parce qu'être sur un podium c'est déjà bien, mais quand tu gagnes et qu'en plus c'est le titre de champion du monde, à l'époque il y avait rien de plus loin, il y avait pas d'autre rêve en fait. Ça m'a presque même à un moment donné je me suis retrouvé un peu de nouveau. Oh, j'ai plus de but. Vu que en fait, après il y a peut-être des champions qui ont vraiment envie de revenir et de reprouver chaque année, de regagner. Mais toi, tu avais atteint. Et moi, je l'avais atteint et du coup, je suis parti plus sur autre chose, à faire un peu de l'alpinisme quand j'ai fait l'Obergabelhorn ou après des films ou des trucs comme ça. Bien sûr, du coup, s'il y avait des coaching, s'il y avait des Jeux Olympiques, ça t'aurait continué. S'il y avait des Jeux Olympiques, etc. Ça je pense que le fait d'avoir quelque chose d'encore mieux, ça peut te booster, mais si tu as atteint un peu ton rêve, et puis comme je l'ai dit avant, j'avais 32 ans quand j'ai fait, donc j'ai vraiment fait le job en deuxième carrière, parce qu'avant c'était freestyle, ma première carrière. Et non, c'est super beau souvenir. On a pris l'habitude dans cette émission d'aller fouiller les pages Instagram de nos invités, où on sort quelques images. On a trouvé une première image, c'est sur ton compte, Liam. Explique-nous cette image. Voilà, il y a ta première board apparemment, c'est tout le package complet. Ouais, bah oui, c'est une petite photo. Bon, ça doit dater là, de je sais pas quand, franchement, mais c'était pour un sponsor que c'était mon genre Mess Essential pour aller à une compète. D'accord. Et voilà, là, il y a... C'est le matos basique, quoi. Exact. Genre, tout ce qu'il faut minimum. Mais au minimum, d'accord. Et ouais, genre, il y avait ma planche de l'époque, mon casque, mes habits, mon sac. Et pour le sponsor, c'était justement les petits outils, là, le tournevis. D'accord. Ok, j'allais te demander justement. C'était surtout pour eux, mais j'ai essayé de faire que ça soit pas trop une pub... que ça soit discret, que ça se fonde un peu dans le... D'accord. Et aussi, c'est jumelles, indispensable en freeride. Pour les gens qui ne sauraient pas à quoi ça sert une paire de jumelles en freeride. Emilia. Moi, j'en ai une plus grande paire comme ça. On avait gagné une à l'Extrême et puis c'est vraiment utile. Hein. Franchement, c'est comme un appareil, s'il zoom x5 ou x25. Oui. C'est pas la même chose. Surtout qu'on est éloigné, on est en face d'une montagne. C'est pour choisir sa ligne. Hein. C'est donc pas pendant qu'on ride, non. C'est pendant qu'on ride, c'est le masque. On est d'accord. Ça serait compliqué. Hein. C'est pour choisir sa ligne face à la montagne. Ça aide à vraiment voir les détails. Franchement, là, vu que cette photo, elle date, je pense pas que tu verrais grand-chose avec. Je sais pas si c'était vraiment mon meilleur investissement à ce moment-là, mais c'est déjà bien d'en avoir. Il y a des riders voilà, c'est ça, pas, hein. Exactement. Les vrais amateurs, ils arrivent comme ça. Et ils se disent, je vais passer sur ce rocher là. Et on a trouvé aussi une photo sur ton compte. C'est l'affiche du film qui vient de sortir, hein, La source du freeride. Excellent. Est-ce que tu peux nous expliquer l'origine de ce film documentaire? Il y a aussi Liam. Il y a aussi Liam, évidemment. Sur cette photo. Exactement. Et, là, en fait, on monte au bec quand Verbier est déjà fermé. C'était fin avril, comme ça. Il y a des bonnes conditions. Ça nous a un peu sauvé le film parce qu'on a eu un peu de la peine avec la neige au début, puis à la fin il a neigé un bon 40 et puis du coup on a eu vraiment l'image et puis un peu le spirit qu'on voulait avoir sur le film. Là on parle de la source du freeride et justement il y a la partie coaching avec Liam, où c'est vraiment du pur freeride, la compétition, où on explique aussi un peu comment ça se passe. Ils sont venus nous filmer pendant qu'on le coachait.
Et je trouvais aussi cool qu'on finisse sur simplement nous 4, là, qu'on monte, et puis qu'on a la montagne pour nous, et puis qu'on ride un peu pour le plaisir, parce que le freeride, c'est pas que de la compète. C'est ça, cet avantage de ce sport, c'est que c'est un sport qui se pratique aussi sans compétition, quoi, juste pour le plaisir. Pour le plaisir, d'ailleurs, même dans les académies, il y a des gens qui font ça, mais sans jamais faire de compétition. Et ça, je trouve que c'est quand même cool de garder ça dans un sport, que ça soit pas que fixé là-dessus. Donc après, on parle aussi un petit peu de ma carrière en 3-4 minutes comme ça, et vraiment l'idée de ce film, c'était d'intégrer un cinéaste, donc Thibault Laurier, qui a réalisé ce film, et puis de lui laisser vraiment un peu carte blanche sur la manière de le réaliser, aussi sur les coulisses un peu, hein, voilà. Bah, déjà aussi, il connaît beaucoup de gens sur Paris qui sont ingénieurs son ou spécialistes pour vraiment faire une histoire qui soit cohérente de début à la fin, et moi c'était un peu ça qui me motivait dans ce film, parce que durant toute ma carrière j'ai beaucoup fait des films où c'était juste des parts, comme on dit, où c'est 3-4 minutes, où c'est les meilleures images, t'es en haut de la montagne, en bas de la montagne, et on met de la musique et tout ça, et là il me disait par exemple à des moments, toute la montée, vas-y tu filmes, pour prendre un peu des émotions ou des choses qu'on dit en dehors de simplement quand on ride. Et puis je voulais un peu amener ça, vu que voilà, j'ai un peu plus de maturité, et je trouvais que c'était bien placé de faire un film comme ça, et j'ai trouvé vraiment cool pour Liam qui veut le faire aussi partie de ce projet, parce que c'est quand même un peu plus intime, un peu plus mature que ce qu'on verrait sur Instagram ou ce que les marques proposent en général pour faire leur pub. Mature aussi, et puis on en avait parlé à une occasion il y a quelques semaines, tu me disais aussi le fait d'être devenu papa, ça changeait un peu ton état d'esprit aussi. Ton approche en fait, hein, du sport aussi, de la prise de risque peut-être. Bah, c'est le fait aussi de voir ce film plusieurs fois parce que justement c'est quelqu'un d'autre qui m'a regardé avec ses yeux, et du coup ça me permet moi de pas contrôler ma propre image et de voir comment je suis, enfin comment lui m'a perçu. Et aussi que ma fille maintenant, elle a 2 ans et demi, elle commence à parler, elle commence à dire papa, enfin elle comprend, elle est intelligente. Donc je sens que je me sens plus important maintenant, peut-être que quand elle était dans le ventre de ma femme, donc c'est devenu plus sérieux, on va dire, à ce moment-là. Et puis cette transition où maintenant je vais aller avec Liam sur les compétitions aussi, ça me fait vraiment me mettre aussi sur un nouvel angle, où tu vas vraiment pour quelqu'un, et c'est plus dans le partage, la transmission. C'est un peu l'idée de ce film. C'est l'idée de ce film aussi. Allez, on a assez posé de questions, mais quelqu'un que vous connaissez bien vous pose aussi une question. Et en l'occurrence, on sait qui c'est. Pas la question, mais on sait qui pose la question. Alors du coup, elle est destinée à Liam. Je te laisse la découvrir en appuyant sur le play. Voilà. Ciao Liam, j'espère que ça va. J'espère qu'il te traite bien sur le plateau de l'après-ski. J'ai 2 petites questions pour toi. La première, c'est... ça fait genre 3 ans que tu dis que tu veux être le premier snowboarder à faire un double back sur le Freeride World Tour. Alors on veut bien savoir pourquoi tu l'as pas encore fait, parce que moi j'attends. Et puis ensuite, ça suffit maintenant de laisser gagner Victor. Je pense qu'il a assez gagné de titres. Alors ce serait le moment de lui montrer un peu comment ça fonctionne. Et puis je pense que, comme tu sais, j'ai toujours des superbes idées. Et là j'ai une superbe idée pour cette année. Je pense que ce serait bien que tu tentes un 3-6 sur la Hollywood. Et puis comme ça, tu montres un peu à Victor comment ça marche sur ce bec. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, ciao. Bon, alors, on avait demandé une question. Hein. Elle en a plusieurs apparemment. Hein. Elle veut savoir des choses, ce double back. Déjà, alors c'est prévu. C'est marrant parce que cette saison, j'ai eu vraiment beaucoup de commentaires sur ce double back. Franchement, je pensais pas que ça allait être distribué sur la télé, mon idée là. Mais bon. Ça devait rester secret, c'est ça? Un peu, ouais. Parce que si c'est secret, bah, tu vois, ça fait plus une surprise. Du coup là, je veux rien claim, comme on dit. Ouais. Et pourquoi c'est pas encore arrivé, c'est parce que franchement chaque année j'ai un peu loupé le début sur le World Tour. Du coup après vers la fin de la saison, tu vois, genre il fallait que je me rattrape et je l'assure un peu. C'était les 3 années comme ça. Et voilà. Par contre, si on commence bien cette année, on sait jamais
ce qui va arriver. Tout ce qu'on souhaite en tout cas. Et ouais. C'est ça, il sait les faire, les double back, ça c'est sûr. Il sait les faire, tu confirmes. Mais stratégiquement, c'est clair que si tu fais une saison à vouloir faire un double back à chaque compétition, tu risques de même pas être qualifié à l'extrême. Donc c'est possible de le faire, mais il faut que les étoiles s'alignent un peu. Bien alignées. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, les gars, d'être venus sur ce plateau. On vous souhaite un bel hiver, rempli de succès. Merci beaucoup, cool. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, pareil. Et à la maison, n'oubliez pas, on a toujours le concours. D'ailleurs, on va donner le nom des gagnants et surtout les lots, je vais les lire. Donc, c'est Virginie de Saint-Léonard qui gagne 2 forfaits de ski aux Portes du Soleil avec 2 bonnets Raiffeisen. Marcia Dizérable, 2 billets en tribune pour les épreuves d'Adelboden. Ce sera le 10 janvier. Avec aussi un trajet en bus, déjeuner et l'aller-retour dans la journée. Et enfin, Francine Delins qui a 2 billets tribune également pour Adelboden le 10 janvier. Prochain concours, répondez à cette question en allant sur le lien qui s'affiche actuellement à l'écran. Quelle skieuse actuelle de Coupe du Monde a dépassé la barre des 100 victoires? Est-ce que c'est Michaela Schifrin, Lindsey Vonn ou Wendy Holdener? Répondez, c'est assez facile et il y a encore des lots à gagner. Messieurs, on ne va pas vous laisser partir si facilement. On a encore une tradition dans cette émission, c'est de peindre une toile, la toile de la saison 3 de l'après-ski. Donc on va voir vos talents d'artiste. Voilà. Et à vous, on vous souhaite une belle soirée et surtout un joyeux Noël. Profitez des fêtes et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bonne fête. L'après-ski, une émission du Nouvelliste avec le soutien de Ski Actu. Retrouvez l'actualité du ski chaque semaine sur Rhône TV avec le soutien de Bliblablo et Net Plus. Ski Valais. Raiffeisen, sponsor de Swiss Ski depuis 2005.